L'équipe de France s'est fait broyer par l'Espagne en demi-finale de Coupe du Monde. On en parle, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur La Causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse tactique de France-Espagne. Demi-finale de Coupe du Monde 2026, large victoire espagnole, démonstration de la Roja qui va se hisser pour sa deuxième finale de Coupe du Monde le 19 juillet prochain. L'équipe de France s'arrête là pour la dernière de Didier Deschamps. Une sortie en demi-finale frustrante, une sortie très très compliquée puisque l'équipe de France n'a absolument pas existé dans cette rencontre. Ils ont pris le bouillon, ils ont pris le tournis. Les Bleus sur cette rencontre-là, on s'attendait peut-être pas autant à prendre une valse. Eh bien, ça a été le cas. Je sais pas comment s'est passé votre 14 juillet, mais nous, c'était ça. France-Espagne, 0-2. Et c'était même pas la pire nouvelle de la soirée, puisque... Voilà. Allez, comme ça, on passe une bonne soirée. J'ai le café, on va boire du café, on va peut-être boire du cyanure dans pas très longtemps, parce que... commence à devenir compliqué cette histoire, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, peut-être que ça, on en parlera dans pas très longtemps, parce que ça commence à me faire chier. On s'y attendait, on n'est pas surpris pour les Girondins de Bordeaux, mais ça, forcément, on en parlera, parce qu'en tant que supporter, ça m'emmerde un peu. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur France-Espagne. 0-2, victoire de l'Espagne, démonstration. Je l'illustre par des petits screens à droite à gauche sur l'ordi. J'ai rematé des parties des matchs, j'ai mis des trucs, j'ai fait des screens, tout ça. Vous connaissez la recette, on l'a fait pour tous les matchs de l'équipe de France, quasiment dans cette Coupe du Monde. Quasiment, j'ai bien dit. Mais en réalité, la folie, c'est ça. Hein. Offensivement, 0,31 XG de créé, c'est le total le plus faible pour l'équipe de France dans une Coupe du Monde dans l'histoire. Voilà, tout simplement. T'as frappé autant de fois que l'Espagne, c'est pour vous dire à quel point c'est des frappes soit forcées, soit dans des angles un peu improbables, de manière assez compliquée. Et en réalité, l'équipe de France a absolument pas existé, a touché plus de ballons à la surface de réparation adverse que l'Espagne, mais t'as l'impression qu'aucune situation créée ne s'est transformée en réelle occasion, et que l'Espagne a tout simplement été au-dessus de l'équipe de France sur tous les aspects du jeu. Premier point, les compositions de départ forcément. Alors côté espagnol, pas de surprise. Avec cette ligne de 5, Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte ou Correa. Les deux latéraux ont été monstrueux sur ce match-là, que ce soit offensivement ou défensivement. Le double pivot Rodri, Fabien Ruiz qui a conservé sa place. À la place de Pedri, c'était logique et Fabien Ruiz a encore été une fois très très bon. L'évolution de ce joueur et là pour le coup la transformation faite par Luis Enrique quand on se souvient d'où venait Fabien Ruiz. Alors à Naples c'était très bon, mais lors de son arrivée au PSG c'était plutôt compliqué. En sélection espagnole c'était très très compliqué aussi sous Luis Enrique, et l'arrivée du technicien espagnol dans la capitale a complètement transformé ce joueur. C'est incroyable. Il est dans toutes les grandes conquêtes actuelles depuis 4 ans en fait. C'est un truc de fou, entre l'Euro, les 2 Ligues des Champions, là, ici, cette Coupe du Monde, c'est juste complètement fou, Fabien Ruiz. Rodri qui retrouve un niveau extraordinaire. C'est le métronome, c'est le tempo, c'est lui qui choisit quand accélérer, quand calmer le jeu, quand... C'est fou. Là, on a le niveau d'un ballon d'or, très très clairement. Et le quatuor offensif, Baena, Lamine Yamal, Dani Olmo, qui a encore fait une partie magnifique, une partition exceptionnelle de la part de Dani Olmo, c'est assez phénoménal. Et Michael Oyarzabal en pointe, qui mine de rien a eu son match, a été décisif en marquant, mais également a été décisif sur le deuxième but. Et je vous l'illustrerai, c'est des petits déplacements qui font que, mais encore une fois, voilà, Michael Oyarzabal a été très très bon au poste de 9. Du côté des Français, Mike Maignan, Dean, Saliba ou Upamecano, Koundé, ça ne change pas. Le double pivot, c'était Rabiot, Tchouaméni. Donc Tchouaméni reprenait la place de Manu Koné après sa blessure. Est-ce que c'était une bonne idée de le titulariser quand on voit le match de Tchouaméni? Malheureusement, pas vraiment. Dembélé, Olysée, Mbappé, ça bouge pas. Et c'était Barcola qui était choisi à gauche à la place de Désiré Doué. Barcola qui est sorti, je trouve, très tôt dans cette rencontre, mais on reviendra sur les choix de Didier Deschamps qui a peut-être aussi perdu ce match face à Luis de la Fuente. Voilà pour les petites introductions, vous connaissez la recette, on passe maintenant sur l'analyse avec les petits screens. Hop, je vous affiche ça, tac, analyse, on est parti, France-Espagne. Demi-finale de la Coupe du Monde, on est parti. Dès 11 secondes de jeu, vous voyez la classique côté équipe de France sans ballon, ce 4-4-2, Mbappé, Olysée, Dembélé, Tchouaméni, Rabiot, Barcola. On a donc cette ligne de 4 ici, le milieu de terrain en 4-4-2,
Et vous verrez que ce 4-4-2 a quand même été un peu broyé par l'Espagne sur certaines séquences, notamment le second but où il te déplace les mecs et tu te rends compte que tout le monde était un peu perdu. Et du côté espagnol, on retrouve la classique, un trio offensif. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Baena, extrêmement étiré pour pouvoir laisser l'intervalle, ici notamment, cet intervalle-là, tac, libre pour soit Cucurella, soit Fabien Ruiz, soit Dani Olmo. Voilà, c'est les 3 joueurs qui s'insèrent dans cet intervalle-là. Et de l'autre côté, pareil, c'est le même principe. On laisse un immense intervalle entre l'attaquant de pointe et l'ailier, mais surtout entre le défenseur central adverse et le latéral adverse, pour s'insérer dedans et faire mal. Ce demi-espace-là, extrêmement bien exploité par les Espagnols depuis le début du match. Et depuis le début de la Coupe du Monde, pardon. Mais c'est juste une masterclass. Ils l'ont encore une fois bien exploité sur ce match-là. On est parti, voilà. Donc ça, c'est pour la classique. Vous avez compris le principe. Globalement, on va répéter des choses qu'on a vues tout au long de la Coupe du Monde du côté de l'Espagne. On est à la 27e seconde de jeu. C'est pour vous illustrer un petit peu. Vous voyez ce fameux intervalle laissé. C'est Fabien Ruiz ici qui s'y insère. Le décrochage de Mikel Oyarzabal qui n'a absolument pas attaqué ici. Alors ça ne va pas donner grand-chose sur cette occasion-là. Mais voilà, décrochage, il va chercher le ballon, il libère de l'espace pour soit un Dani Olmo, soit Fabien Ruiz, soit même un Lamine Yamal ou Baena qui va s'insérer là. C'est la classique, l'Espagne pose ses bases dès le début de la rencontre. Il n'y a rien de surprenant, mais c'est toujours bien exécuté. Techniquement, c'est très propre. Vous voyez ce décrochage donc, de Mikel Oyarzabal. Ici, encore une fois, on a juste après la possession, Oyarzabal s'est pas vraiment replacé dans l'axe. Fabien Ruiz, qui était initialement dans cet axe-là, sur le dernier screen, vous l'avez vu, tac, je vous le remontre. Fabien Ruiz, il est juste là, au bout de 27 secondes de jeu. Il est entre Koundé ou Upamecano. Derrière, il va décrocher pour venir chercher le ballon. C'est Baena qui va profiter de l'espace libéré pour s'insérer dans cet axe-là, faire amener Koundé pour pouvoir libérer le couloir pour Cucurella. Voilà, c'est tout simple. Fabien Ruiz, avec son décrochage, il a amené Upamecano. Ça a libéré la zone d'axe pour Baena qui s'y insère. Koundé est obligé de le suivre. Ça libère l'espace du couloir pour Cucurella. La vraie solution, c'est pas Baena. Baena, c'est un leurre. Et le leurre, il y profite à Cucurella. Ça sera mal donné derrière. Il y aura une petite imprécision technique du côté espagnol, mais vous voyez dans le mouvement comment c'est très très bien fait et ça permet surtout de faire mal à la défense française et de la déplacer. C'était ça l'objectif des Espagnols, forcément, c'était de déplacer les Français pour souffrir des situations dans un contre 1, de supériorité numérique, et globalement ça a été très bien réussi. Côté français, on essaie de mettre un pressing haut et globalement sur les 20-25 premières minutes, la France est proche de l'Espagne, sans la surclasser, mais ils sont plutôt proches, ils sont plutôt intéressants, et ils mettent en place ce pressing haut qui oblige Unai Simon à allonger. On voit que Michael Olise est sur Rodri, on voit que Rabiot est sur Dani Olmo, on voit que Mbappé et Dembélé sortent en essayant de couper les lignes de passe vers les défenseurs centraux. On a un Barcola qui est ici, toujours dans ce fameux 4-4-2. Bon là, il a un peu bougé, mais vous avez compris, c'est parce qu'on est sur une zone de pressing. On essaye de mettre ça en place, et forcément, si c'est mal exécuté, tu te fais un peu ouvrir. Mais si c'est bien fait, tu peux mettre en danger, récupérer des ballons hauts. L'objectif, c'est récupérer des ballons hauts, aller très très vite vers l'avant et mettre du danger. L'une des faiblesses qu'on avait vues sur l'Euro 2024 et sur la Ligue des Nations 2025, c'était que parfois les Français laissaient beaucoup trop d'espace dans l'axe aux Espagnols. Mais regardez-moi ça, 3 minutes 50 de jeu, la densité du bloc français qui est là, il est, je sais même pas s'il y a 15 mètres de largeur sur tout le bloc, il y a tous les joueurs qui sont là, on veut empêcher en fait les Espagnols de jouer dans cet axe, parce que c'est là où ils sont très forts, c'est là où ils font très très mal. La densité du bloc français sur cette situation-là est assez incroyable. Alors le souci, c'est que du coup tu as un peu plus de mal à sortir parce que du coup tu es très bas, et donc pour sortir ça t'oblige à faire des gros efforts, t'as pas forcément de point de fixation devant et tu es un peu en fait anesthésié par une Espagne qui dicte le tempo, voit que il y a trop de densité, donc on va essayer d'écarter les blocs en faisant tourner un peu le ballon. Mais sur ce début de match, je trouve que la France est pas déconnante du tout. Ils sont même plutôt bons dans l'entame, ils n'ont pas le ballon, et ils tentent des risques, et ils prennent des risques, et on l'a vu plusieurs fois, c'est Dayot Upamecano qui prend ces risques-là, on le voit plusieurs fois le faire au Bayern. Là, on l'a vu faire en équipe de France, et on en avait parlé également contre le Sénégal. Lors du premier match, vous pouvez revoir la petite review du match contre le Sénégal, où il l'a tenté plusieurs fois, ça pouvait être des solutions trouvées. C'est ce jeu direct d'Upamecano qui, là, va trouver une super passe dans l'intervalle entre Baena et je crois que c'est Rodri qui est là, parce que Rodri, on le reconnaît facilement, c'est le seul qui joue avec le maillot dans le short, à l'ancienne. Et en fait, c'est une passe qui fait
qui saute des lignes, parce qu'on saute le premier rideau de Tchouaméni Rabiot, ça permet de casser la première ligne de pressing espagnole, et en fait, Upamecano plusieurs fois l'a tenté, et ça a fait du mal à cette équipe espagnole. C'est ce qu'on aurait pu penser. Cette passe-là, elle est très bonne, mais en fait, l'Espagne se replie à une vitesse assez impressionnante. La passe, elle est bonne pour Michael Olise. Michael Olise, il a du champ, il est lancé, il a Mbappé qui plonge dans le dos de Koubarsi. On se dit que cette occasion-là, quelque chose qui nous rappelle quand même plusieurs situations du côté de l'équipe de France. Projection rapide, en 2 passes, on a transpercé le bloc espagnol. Et en fait, on a je crois que c'est Aymeric Laporte qui anticipe très très bien, qui se met sur la trajectoire de passe entre Mbappé et Olise. Vous voyez qu'il y a cet intervalle-là. On a Dembélé qui est ici à droite. Est-ce que ça aurait pas été une meilleure solution de le servir? Je ne vais pas commencer à remettre en question les choix de Michael Olise. Techniquement, petite erreur, mais c'est ce qui a aussi payé du côté de l'équipe de France, c'est que techniquement, il y a eu beaucoup d'imprécisions, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets. Et ça a fait très très mal. Mais vous voyez que sur certaines situations, tu es capable quand même d'obliger l'Espagne à défendre la profondeur, ce qu'ils n'aiment pas toujours faire. Malgré tout, ils le couvrent plutôt bien. Et les gros efforts de Cucurella et de Pedro Porro notamment, qui ont été stratosphériques sur ce match-là, parce qu'ils sont tellement projetés vers l'avant, et ils ont fait tellement d'efforts défensivement pour revenir derrière et couvrir justement ces ballons en profondeur, que c'est juste impressionnant. Cucurella, il est là, il couvre la passe vers Dembélé. Franchement, c'est assez monstrueux. Mais sur certaines situations, vous voyez, la France a tenté de sauter sa première ligne. Encore une fois, ici, c'est Mike Maignan, 10 minutes de jeu, il a le ballon, il y a le pressing espagnol, on est sur quasiment du 1v1. Yamal sur Digne, Olmo sur Saliba, Tchouaméni est gardé par Fabien Ruiz, on a Baena qui garde l'axe de passe vers Upamecano. Donc en fait, on a ce pressing espagnol qui se met en place, qui se met très bien en place, et Mike Maignan, il va sauter une ligne, qualité technique qualité de pied pour Mike Maignan qui est importante. On va trouver Adrien Rabiot qui est tout seul, qui n'a pas de joueur autour de lui, qui est solo, qui peut se retourner, qui peut aller vers l'avant. 10 minutes 51 de jeu à ce moment-là, vous voyez. Et on a ces Français qui tentent de casser la première ligne espagnole en sautant des lignes. Ça a plutôt fonctionné, mais regardez, on est 9 secondes plus tard, et en fait, Rabiot, il a avancé, il s'est un petit peu enfermé, il a eu tenté un 1-2 avec Mbappé qui avait décroché pour chercher un ballon, et en fait, on est 9 secondes plus tard, on a autour du ballon 3 Français, et on a 4 Espagnols. Et en fait, tu peux prendre limite n'importe quel screen pendant le match, t'arrêtes l'image pendant le match à n'importe quel moment, t'as toujours plus d'Espagnols que de Français autour du ballon. Énormément d'efforts, énormément de courses, et c'est ce qui a fait aussi la différence sur ce match-là, mais vous voyez qu'il y avait quand même des solutions côté français, c'était de sauter ses premières lignes de pressing, et soit t'arrivais à le faire parce que techniquement t'étais propre, soit tu le faisais par une passe longue, une transmission, comme on l'a vu avec Upamecano et Mike Maignan. Ils l'ont tenté, ça n'a pas toujours fonctionné, mais c'était une solution. 32 minutes de jeu, on retrouve la situation classique du côté espagnol. C'est cette fois-ci Dani Olmo et pas Baena qui est écarté, qui va prendre la largeur. On voit que Lamine Yamal, il mange la ligne de l'autre côté également. On voit Michael Oyarzabal dans l'axe autour d'Upamecano, et on a Cucurella qui s'insère dans cet intervalle-là entre Koundé et Upamecano, ce fameux demi-espace, vous avez compris. Olmo prend le ballon, il est tout seul. On a eu un 1-2 avec Rodri. Non, c'est un ballon qui vient de Laporte, pardon. Et en fait, Laporte, avec sa course, a obligé Dembélé à lui sortir dessus, ce qui a libéré l'espace et la ligne de passe vers Dani Olmo. Et en fait, Dani Olmo, ça lui offre de l'espace derrière pour pouvoir avancer. Derrière, il va pouvoir fixer Koundé. On a toujours Cucurella qui est resté dans ce demi-espace-là pour faire un appel. Le centre sera contré, mais encore une fois, c'est du classique du côté espagnol, et ça a parfaitement fonctionné, et encore une fois, l'Espagne met en danger l'équipe de France sur ces prises de balles-là, sur ces sorties. Les défenseurs centraux, Rodri notamment, n'hésite pas à porter le ballon sur quelques mètres pour obliger la défense française à sortir et libérer des zones de passe, parce qu'elles n'ont pas toujours été parfaitement couvertes, les lignes de passe par les Français, et donc forcément, ça a ouvert des espaces. On est sur la 33e minute de jeu, on a Ousmane Dembélé qui a le ballon qui est juste là, tac, voilà, on est sur une sortie de balle. Regardez la densité de la ligne axiale espagnole, c'est un truc de ouf. Les mecs sont sur 10 mètres. Les 4 défenseurs espagnols, les 2 latéraux et les 2 centraux sont sur à peine 10 mètres. Autour de Dembélé, il y a Barcola, il y a Digne, il y a... Ici, c'est Tchouaméni, je pense, qui doit être là. Et en fait, t'as 4 Espagnols autour de Dembélé. Autour d'Mbappé, t'as Cucurella et Laporte. Et t'as Koubarsi qui,
ne prend personne, mais qui va anticiper la passe de Dembélé, parce que Ousmane Dembélé va être forcé de faire cette passe-là vers Barcola ou vers Mbappé. Mais en fait, il n'y a aucun intervalle, il n'y a aucun espace de laisser. Et encore une fois, il y a plus d'Espagnols que de Français autour du ballon. C'est terrifiant. Mais encore une fois, passe forcée, t'as pas de largeur, t'as une profondeur qui est minime, et t'as surtout une grosse densité de la ligne espagnole qui est extrêmement resserrée et qui empêche toute action côté français. Et encore une fois, les Espagnols, on loue le jeu technique, on loue l'aspect tactique avec ballon, mais sans ballon, ils ont été très très bons, la Roja, et ça c'est une équipe qui domine outrageusement son sujet sur beaucoup d'aspects. 36 minutes 57 secondes, on est peut-être sur le presque but du mondial. Encore une fois, ligne de pressing, enfin gros contre-pressing espagnol qui a été très bien exécuté. Pourquoi? Parce que Olmo ici et je pense que c'est Oyarzabal ici, en fait, sortent sur Mike Maignan en couvrant les lignes de passe. Olmo il couvre la ligne de passe vers Saliba, Oyarzabal couvre la ligne de passe vers Upamecano, Fabian Ruiz est aux côtés d'Aurélien Tchouameni, et en fait, et on a Baena ici, qui doit couper une ligne de passe potentiellement axiale. Vous avez Koundé qui traîne sur un côté. Mais donc on a un pressing qui est bien exécuté par les Espagnols. Ça a forcé Mike Maignan à allonger avec du déchet. Baena va récupérer le ballon juste ici. Et en fait, si vous regardez, l'équipe de France a perdu le ballon à 25-30 mètres de ses buts. Il y a limite plus d'Espagnols que de Français, alors qu'on est à 30 mètres des buts de Mike Maignan. Baena donc ici récupère ce ballon-là. Et là, on a la qualité technique espagnole qui va se montrer. On va chercher Rodri. Rodri a plusieurs angles de passe. On a des petits décrochages de Lamine Yamal qui se décale de Lucas Digne. On a Maxence Lacroix qui est un peu loin de Dani Olmo ici. On a Fabian Ruiz qui est venu se décoller d'Aurélien Tchouameni. Et on a Upamecano qui sort forcément sur Rodri, il est obligé. Mais on a du coup ces petits pas du côté espagnol pour se sortir du marquage. On va chercher Lamine Yamal. Et le temps que Lucas Digne sort, Lacroix est toujours un peu loin de Dani Olmo. Lamine Yamal, remisons une touche sur Dani Olmo, ça c'est super bien joué. Encore une fois, Lamine Yamal a fait beaucoup de mal sur son côté. C'est pas l'Espagnol le plus en vue, mais il a fait mal. Il a fait très très mal. Dani Olmo, qui a le temps du coup de entre guillemets contrôler ce ballon et d'adresser une talonnade sublime à Lamine Yamal ici, qui lui est reparti, avait son rappel contre appel, va plus vite que Lucas Digne forcément. Et on a Dayot Upamecano qui est un petit peu en retard sur Fabian Ruiz, qui a compris, qui plonge premier poteau. Et Dayot Upamecano, qualité d'intervention qui va sauver un petit peu la Maison Bleue. Dayot Upamecano qui a fait son match, la Coupe du Monde de patron de sa part, et juste bravo. Mais encore une fois, c'est tout ce qu'on a vu du côté de l'Espagne. Contre-pressing parfaitement exécuté pour couper les lignes de passe, obligé de relance longue pour aller récupérer, et notamment sur les seconds ballons, les Espagnols, enfin j'ai pas la stat, mais j'ai l'impression qu'ils étaient sur tous les seconds ballons. Et derrière, la qualité technique et de déplacement pour faire très très mal à la défense française, et forcément ça a fait mal. On est à 1-0 parce que il y a penalty, on va pas revenir dessus. C'est très très bien tiré par Michael Oyarzabal, franchement. On a un penalty où il y a faute de Lucas Digne. Je trouve que malheureusement, le fait de contrôler, vouloir te retourner pour dégager dans un tel match où tu sais potentiellement qu'il y a un mec qui arrive dans ton dos, il n'y a pas de communication, j'ai l'impression, entre les défenseurs et Lucas Digne, malheureusement. Voilà, ça fait faute, ça fait péno, ça fait 1-0, il n'y a rien à dire, c'est mérité. Et donc l'équipe de France va retenter aussi de jouer long. On a Dayot Upamecano qui va chercher Mbappé ici. On va couper casser les premières lignes de passe. On va sauter la première ligne de passe plutôt. Mbappé fait l'appel dans la profondeur. Il est signalé hors jeu. Alors est-ce qu'il est hors jeu ou pas? On n'est pas là pour ça, mais encore une fois, on a cette solution aussi du jeu long. Upamecano a la qualité pour. On l'a pas forcément toujours bien exploité, ce jeu long. On l'a pas toujours exploité d'ailleurs. Mais c'est une autre solution. Et encore une fois, l'équipe de France a cherché parfois à sauter les lignes pour mettre à mal la défense espagnole. Mais la couverture de la profondeur d'Espagnol, notamment avec Unai Simon, bravo. Ça, j'avoue que j'ai été bluffé. Je m'attendais pas à une telle qualité dans ce secteur-là. Ah oui, ça pour moi, c'est un des symboles. Enfin, c'est un des symboles. Je vous parlais des seconds ballons de tout à l'heure. Ici, c'est relance d'Unai Simon après un contre-pressing, après un pressing français. On oblige Unai Simon à allonger. Il allonge. Lucas Digne est tout seul ici. Il pourrait, aller prendre le ballon, retourner, repartir sur une séquence d'attaque placée, etc. Bon, je ne suis pas latéral gauche, je ne vais pas vous lui dire ce qu'il doit faire. Il connaît bien mieux son métier que moi. Il décide de faire une remise à la tête ici. Mais encore une fois, qui y aura sur le second ballon après cette tête de Lucas Digne? C'est Rodri. Et c'est un Espagnol en fait. Non, c'est pas Rodri, c'est Pedro Porro. Qui récupère ce ballon-là, ici. Et regardez le nombre d'Espagnols autour du ballon. Encore une fois, ils sont 4.
les Français sont 3. On est encore en infériorité numérique. Rodri est ici sur Manu Koné. Mais sur le second ballon, ça sera toujours un Espagnol qui sera à la retombée. Dans l'intensité, ils ont été au-dessus. Et les seconds ballons, on sait à quel point c'est important dans le foot. Là, pour le coup, il n'y a pas photo. Et ça a fait très très mal du côté espagnol. On est à la 56e minute de jeu et 37 secondes. Et là, on a un truc super intéressant. On a une récupération après une perte de balle de Michael Olise, il me semble, sur le côté droit. Donc, c'est récupéré par les Espagnols. On va avoir ce petit jeu à deux entre, je crois que c'est Correa qui récupère, ou Pedro ou Baena, qui va récupérer le ballon après avoir suivi Dembélé. Il va jouer sur Aymeric Laporte. Et là, l'Espagne va mettre en place tout simplement un gros jeu de possession avec du jeu en une touche, deux touches, pour obliger les Français pour se sortir du contre-pressing français qui s'active automatiquement, mais surtout pour complètement décaler le bloc français. On revient jusqu'à Unai Simon qui va jouer sur Aymeric Laporte. Et en fait, là où je vous ai dit que le contre-pressing espagnol était très bon parce qu'on fermait les angles de passe, en réalité, le contre-pressing français, vous voyez Dembélé et Mbappé qui sortent à la manière de Dani Olmo et de Mikel Oyarzabal, eux, ils couvrent pas les lignes de passe entre le gardien et le défenseur central. C'est-à-dire qu'Unai Simon, il avait la solution Koubarsi ici et il avait la solution Aymeric Laporte ici. Il avait même peut-être la solution très risquée Rodri ici, mais Manu Koné est sorti sur Rodri ici. Mais vous voyez que sur le contre-pressing espagnol, on ferme les angles de passe en sortant sur le gardien. Côté équipe de France, ça n'a pas toujours été bien fait, ce pressing-là, parce qu'on ne ferme pas justement ces passes-là, qui permettent juste d'éliminer en fait le joueur qui sort. Vous voyez que là, sur une passe, Unai Simon, il a éliminé les deux attaquants qui sont sortis pressés. On va faire un petit peu tourner, on va étirer le bloc français, on va repartir de l'autre côté, et on va revenir sur Aymeric Laporte avec un Pedro Porro, qui était ici, et qui est venu s'insérer dans l'axe avec le ballon, qui est venu se balader, et qui est venu ressortir ici. Ce qui fait que Pedro Porro, en prenant, on va dire, la place de Fabien Ruiz dans l'axe, Fabien Ruiz, lui, il est venu, comme un latéral gauche, se mettre ici. Il a été suivi par qui? Par Aurélien Tchouaméni. Et en fait, là, on se rend compte qu'avec le déplacement de Pedro Porro et la compensation de Fabien Ruiz, en fait, le bloc français ne ressemble plus à rien. Vous vous souvenez du 4-4-2 à plat avec Mbappé, Dembélé devant, ou parfois Olise, etc. Là, il ne ressemble plus à rien, le bloc français. Vous avez donc Mbappé, Dembélé, qui sont ici. Ils sont sur la même ligne, sur la verticalité. Donc, il n'y a plus cette ligne de 2. Voilà. Le 4-4-2, il y a la ligne de 4 défensivement, mais alors le 4 au milieu, là, Olise, il couvre un peu tout et rien. Manu Koné, il est très haut, et il laisse en fait Dani Olmo, ici, tout seul. Et en fait, regardez la zone qu'il y a entre Olise, Koundé ou Upamecano, Koné. Là, ce carré-là, c'est terrifiant. Là, c'est une zone parfaite pour Dani Olmo, parce que là, c'est la zone qu'il préfère, c'est sa zone préférentielle, zone d'axe, au milieu du terrain. Et en fait, elle n'est pas couverte ni par Manu Koné, ni par Aurélien Tchouaméni, qui a suivi Fabien Ruiz. Un peu, je vais pas en dire bêtement, mais en fait, on rappelle que le double pivot axial Manu Koné, Fabien Ruiz, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, là, il est nulle part. Là, Aurélien Tchouaméni est parti à la pêche aux champignons sur le côté. Donc, il n'y a plus personne pour couvrir cet axe-là. Les offensifs français sont pas forcément hyper attentifs. Et en fait, Aymeric Laporte, il va récupérer le ballon là. Il va pouvoir avancer un petit peu. Et surtout, tu vas pouvoir trouver Dani Olmo, mais d'une facilité déconcertante. Limite, les mecs jouent en marchant. Et les Français défendent un petit peu en marchant aussi. Regardez, cette ligne à Tchouaméni est trop loin. Doué, qui vient d'entrer, lui, compense un petit peu en reprenant la place axe. Les deux devant, et là, ils sont plus du tout concernés par l'action. Et en fait, Laporte, il va pouvoir tranquillement trouver sa passe là vers Dani Olmo. Et c'est une passe qui limite, regardez la tuto de Manu Koné, on dirait qu'il marche. Laporte, c'est pareil. Olmo, il y va en trottinant. Et en fait, cette passe-là, dans l'intervalle ici, on a dit, cet espace-là, il est cadeau pour Dani Olmo. Le bloc français est tiré, il ne ressemble plus à rien. Et sur cette passe-là, en fait, t'élimines Olise, t'élimines Dembélé et Mbappé, et t'élimines Manu Koné. Et en fait, cette action-là, elle permet à l'Espagne de gagner 40 mètres, de ne pas être en supériorité numérique, parce que voilà, il y a Tchouaméni fait l'effort, il y a les 4 défenseurs français qui sont en place, mais vous avez 4 offensifs espagnols contre 5 français. Vous avez une différence qui a été faite, et l'Espagne a surtout gagné 40 à 50 mètres, avec une possession pas forcément hyper intense et compliquée, pas forcément avec des passes compliquées, mais en faisant bouger le bloc, en changement de rythme quand il faut, avec Rodri toujours en artiste et en chef d'orchestre, vous avez gagné 40 mètres. Et en fait, derrière, je crois qu'il y a une frappe de Baena qui est contrée, ça va revenir dans l'esprit espagnol, etc. Mais dans la continuité de cette action, vous avez Pedro Porro qui récupère le ballon à droite. Doué est un peu loin, très honnêtement.
Là, l'espace entre Doué et Pedro Porro, il est un peu loin, mais bon, ça arrive. Vous avez Maxence Lacroix, qui est avec Michael Oyarzabal, et ça va être important. Et vous avez Dani Olmo, qui est avec Dayo Upamecano. Manu Koné, il garde l'espace ici, au cas où ça ressort sur Fabian Ruiz. Voilà. Et puis, vous avez donc ce Dani Olmo qui s'est inséré toujours dans l'intervalle attaquant ailier de l'Espagne, mais ça, vous avez compris. Donc là, on a Pedro Porro qui est un peu seul. Il va par la course faire une petite course et s'insérer dans l'intervalle entre Koné et Doué qui sont un peu passifs très honnêtement sur l'action, je trouve. Il va pas chercher la passe vers Michael Oyarzabal qui peut être une solution. Il va chercher la passe vers Dani Olmo. Et en fait, Michael Oyarzabal, lui, il va juste décrocher. Vous voyez, il était à peu près ici. Il est venu faire... Mais il a décroché sur même pas 2 mètres, hein, Michael Oyarzabal. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à faire sortir Maxence Lacroix. Et du coup, maintenant, vous avez l'espace ici qui est ouvert. Et il est ouvert pour qui? Il est ouvert pour Pedro Porro, qui lui va continuer sa course en allant chercher Dani Olmo. Dani Olmo, la remise, elle est très très belle parce qu'il a la pression de Dayo Upamecano. Et donc forcément, il fait le travail parce que techniquement c'est très propre. Maxence Lacroix qui est sorti sur Michael Oyarzabal, Doué et Koné qui ont lâché Pedro Porro. Regardez, le seul qui est dans le sens du jeu, c'est Pedro Porro. Et Olmo l'a vu, Olmo le sait, parce que ça, on dirait que cette équipe joue ensemble depuis qu'elle a 12 ans, c'est un truc de fou. Et c'est une remise, Maxence Lacroix est sorti sur Oyarzabal, il a libéré l'espace. Koné et Doué n'ont pas été assez agressifs peut-être sur le porteur. Et du coup, regardez, finalité, remise de Dani Olmo. Et Pedro Porro, il est tout seul en surface de réparation face à Mike Maignan. Le défenseur le plus proche, c'est Lacroix et Upamecano, mais ils sont déjà trop loin, c'est déjà trop tard. Pedro Porro, il va parfaitement finir, ça fait 2-0. Et il n'y a rien à dire. Et cette situation-là, elle est créée par une phase de possession espagnole pour déséquilibrer le bloc français. On gagne 40 mètres, 50 mètres. Et derrière, on remet une phase de possession, mais devant la surface de réparation française. On accélère sur un mouvement, sur une course. Un décrochage d'un mec, encore une fois un leurre espagnol qui va attirer un mec pour libérer de l'espace pour un autre, et ça fait cajot, et ça fait but. Voilà, globalement. Ce France-Espagne, on aurait pu continuer d'autres choses, etc., mais je voulais mettre en exergue ce genre de choses, et je trouvais que, notamment le deuxième but espagnol, voulait dire beaucoup de cette Espagne-là, qui a été très bonne avec ballon, mais qui a été très bonne également sans ballon. En début de vidéo, je parlais de peut-être la défaite de Didier Deschamps. Je pense que la titularisation de Tchouaméni est pas forcément... malheureusement, elle s'avère pas forcément bonne sur le match. Ça arrive. Rabiot qui sort à la mi-temps parce qu'il a un carton jaune et qu'en vrai, il est proche de prendre un deuxième jaune. Je peux comprendre. Mais vu que c'était le meilleur français sur le terrain, c'est dommage. Barcola, je trouve, sort très très tôt et peut-être trop tôt parce qu'offensivement, je trouvais que c'était peut-être celui qui pouvait amener le plus de danger. Quand on voit le match de Olivier et quand on voit le match de Dembélé, malheureusement, ça a été très compliqué avec beaucoup de déchets techniques. Donc c'est dommage. Et puis il y a la blessure de Saliba, mais je crois que les Espagnols ont sacrifié des petits-enfants dans le vestiaire parce que la blessure de Nuno Mendes avec le Portugal contre l'Espagne, la blessure de Thibaut Courtois et de Tielemans face à la Belgique, et maintenant Saliba, même si Maxence Lacroix fait une bonne rentrée, je trouve que franchement il a assumé son rôle et il n'y a pas de souci, mais ça a été très compliqué et l'Espagne mérite outrageusement sa victoire, ça a été parfaitement maîtrisé de bout en bout. La kryptonite, comme on le dit de l'équipe de France, c'est cette équipe espagnole, et il n'y a rien à dire. Vous l'avez vu, on l'a illustré pendant une bonne demi-heure. Voilà pour ce France-Espagne, ce soir Angleterre-Argentine, avec tout l'historique autour de ce match-là. Il y a l'Arena qui a fait une excellente vidéo YouTube sur l'historique entre l'Argentine et l'Angleterre, pourquoi ces deux pays se détestent et pourquoi il faut être devant son écran ce soir à 21h pour ce match du côté d'Atlanta, parce que Angleterre-Argentine, il a beaucoup de symbolique historiquement et dans le football, mais pas que. On est 40 ans après la main de Dieu de Diego Armando Maradona, on est 60 ans après le dernier titre de l'Angleterre dans une Coupe du Monde. Et à l'époque, en 1966, quand l'Angleterre gagne sa seule Coupe du Monde chez elle, elle bat l'Argentine en demi-finale ou en quart de finale, je ne sais plus, et sur un petit scandale arbitrage aussi, qui a conduit derrière à l'introduction du carton jaune et du carton rouge. Mais il n'y a pas que ça entre l'Angleterre et l'Argentine, c'est aussi une histoire de guerre, des îles Malouines, etc. Vous vous renseignerez, donc c'est un match qui est hautement symbolique et qui va être très intéressant. Je garde mon prono sur la victoire de l'Angleterre, parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus, même si elle n'est pas toujours belle, elle est toujours plus complète que cette Argentine qui, moi, plus je les vois jouer, plus je m'inquiète. Mais on ne sait jamais, le football. Et puis en France-Argentine pour la 3e place, 4 ans après la finale de 2022. Ça serait quand même la petite finale la plus drôle à regarder. Ça pourrait être folklorique. Bref,
vous savez ce qu'on va faire. Demain, on se retrouvera pour évidemment évoquer ce match-là. Voilà, j'ai tout dit. J'ai rien de plus à ajouter. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et commenter avec vos ressentis sur ce France-Espagne. On parlera des Girondins de Bordeaux également, bien évidemment. On emporte le maillot, on ne lâchera jamais. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée, un très bon match ce soir entre l'Angleterre et l'Argentine, une très bonne fin de semaine. On se retrouve dès demain. Ciao tout le monde.